A ver, Ay, a veces es mejor hablar del pasado que del presente. a El presente veces, es tan aunque parece a angustiante. veces que fuera el pasado en el presente. Ah, eso sí. Un Sí. déjà vu. Pero bueno, esto nos va a llevar mucho tiempo atrás, 57.000 años Uy. atrás. Vamos a hablar del hombre de Neandertal. Y nuestro antepasado más antiguo, ¿me va a hablar Sí, usted? pues No. es que Según las huellas es que una de esas encontraron. ramas de los homínidos que luego desapareció. Sí. Y finalmente pues quedaron los sapiens. Los sapiens Homo y los sapiens. Y los sapiens, que somos nosotros. El profesor Jean-Claude Marquet es arqueólogo y nos atiende hasta ahora desde algún lugar de Francia. Ya nos va a confirmar Andrés en qué lugar está puntualmente, pero primero lo quiero saludar. Profesor Marquet, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio, bienvenue à Sigue la W. Bonjour, on ne vous entend pas. Ah voilà, bonjour. Alors, le micro maintenant est connecté, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, merci bien de nous accompagner. Voilà, donc je vous écoute. Bueno, adelante Andrés, explíquenos un poco por qué tenemos al profesor Marquet con nosotros. Efectivamente, Juan Pablo, lo que sucedió fue que encontraron allá en Francia unas marcas no figurativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le puede dar ningún significado, que no tienen una figura precisa para poder decir, nos querían dejar un mensaje, en ese momento estaban diciendo esto o lo otro. Ya se decía, son 57.000 años mínimo. Se puede decir que probablemente esta figura podrían llegar hasta los 70.000 años, pero lo que está comprobado es que son por lo menos 57.000 años. Y pues bueno, eso se encontró en una cueva allá en Francia y lo que se dice es que fueron los neandertales. Juan Pablo, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole al profesor, al arqueólogo, sobre el comienzo de esta investigación. ¿Fue parte de algo más grande que ya se venía haciendo o específicamente quisieron evaluar esa cueva donde encontraron estas marcas? Bon, professeur Marquet, tout d'abord, on voudrait connaître un petit peu plus l'histoire de ces gravures que vous avez trouvées à l'intérieur de cet endroit en France. Ces gravures rupestres, elles ont été trouvées où et comment vous les avez trouvées ou qui les a trouvées? Professeur? Se nos fue el profesor. Ay, caramba. Oiga, ¿Qué habrá pasado? Muy interesante este tema porque estamos hablando de los primeros mensajes o los más antiguos y se trataría de dibujos, Andrés, de unas formas que no tienen todavía hoy significado, están en ese hallazgo, pero sí son dibujos. Efectivamente, no como tal dibujo, son más bien rayas. Ahí en el reel también podremos ver específicamente las imágenes, son más bien rayas donde pues como le digo, el no figurativo significa que no se le puede dar ningún significado simplemente porque Andrea, Juan Pablo, 57.000 años atrás, de repente no sé qué mensaje podrían habernos dejado para hoy Son esos, si usted la ve ahí en la pantalla, sí, son como unas rayas, como unos... Es que en principio uno podría pensar que no es una marca humana o no es una marca dejada por homínidos finalmente, sino que hace parte de la piedra misma. Mire Sí. eso, mire eso. Esa es una pregunta para el ¿Cómo profesor. saben que es del hombre de Neandertal? Mire usted, es que Ya eso es le lo que vamos le a queremos preguntar preguntar al al profesor. Sí, mire. Eso es lo que le queremos preguntar al profesor. Mire, ahí los está señalando, ¿ve? Ajá. En su... Sí, tal vez fueron marcas accidentales o cómo saber que tal vez querían dar un mensaje. Qué interesante. No, vamos a ver si restablecemos el contacto con... Porque además el profesor está ahí, el que estamos viendo las fotografías de los hallazgos, es nuestro invitado. Nada más y nada menos de uno de los que estuvo en esa investigación, en ese hallazgo. Sí, mire usted, escribe por ejemplo Melvin, supongo que en su momento sería algo como para pasar el tiempo, no algo de comunicación. Y eso vale la pena preguntárselo al Claro. profesor, si esto existe la manera de saber qué significaba, qué decía, pero no sé si pudimos restablecer el contacto con el profesor Marquet. Está conectándose nuevamente. Bueno, entonces vamos de una vez con la pregunta. Bon, à nouveau, professeur Marquet, bienvenue à Sigue la W. Et tout d'abord, on voudrait savoir l'histoire de ces gravures. Qui les a trouvées? C'est vous qui les avez trouvées? C'est quelqu'un d'autre? Comment on est arrivé à trouver ces gravures qui ressemblent à des traits
qui pourrait paraître n'importe quoi sur la roche. Alors, effectivement, c'est moi qui les ai trouvées, ces gravures, mais il y a très longtemps. Il y a une quarantaine d'années environ, je les ai trouvées sur les parois d'une grotte dans laquelle j'avais eu l'autorisation de pénétrer. Mais je me suis bien sûr intéressé à ces gravures, je les ai regardées, je les ai examinées, je les ai montrées à quelques collègues. Mais à cette époque, le problème de ces gravures, c'est que elles sont probablement elles étaient pour moi probablement dues à l'homme de Néandertal, puisque dans cette grotte, il y avait deux couches néandertaliennes, il y avait deux couches moussériennes. Et dans ce site, pendant les 3 années où j'ai fouillé à la fin des années 70, pendant ces 3 années-là, je n'ai trouvé que des outils moussériens, je n'ai trouvé que des outils fabriqués par l'homme de Néandertal. Il n'y avait pas le moindre outil fabriqué par Homo sapiens. Donc pour moi, ces gravures devaient être dues à Néandertal ou bien devaient être à celui qui a découvert cette grotte en 1912, qui pendant 4 ou 5 semaines a vidé presque complètement le contenu de cette grotte, les deux couches moussériennes et puis d'autres sédiments encore. Est-ce que c'était pas lui, par hasard, qui avait fait ces gravures avec ses ouvriers entre 1912 et 1975, qui est la date où moi je suis arrivé dans cette grotte. Donc, si vous voulez, du fait que Néandertal, à cette époque-là, il y a 40 ans, était considéré comme un individu du genre Homo qui n'était pas très très gentil avec ses collègues, était une brute un peu épaisse. On pensait que c'était quelqu'un qui ne réfléchissait pas beaucoup. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, en France, l'homme de Néandertal n'était pas considéré comme quelqu'un capable de laisser des traces sur une paroi ou même de laisser des traces sur des objets. Donc, à la fin des années 70, je me suis bien gardé de demander à un collègue spécialiste de préhistoire de venir voir, d'une part, et puis d'autre part, on m'a demandé de m'occuper d'un musée de préhistoire dans le département de la Touraine. Et donc, pendant 22 ans, j'ai été conservateur d'un musée de préhistoire, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête qu'il faudrait bien qu'un jour, je revienne à la Roche-Cotard pour traiter de ce problème de ces gravures sur les parois. Je vous prie d'arrêter ici afin de que je puisse traduire et on continue. Bueno, nos dice que hace 40 años él entró a esa gruta por primera vez. Y él, cuando entra a esta gruta, porque consiguió el permiso para que le autorizaran a entrar a ese lugar, que muchos años antes había sido objeto de unos hallazgos arqueológicos, pues él vio esos grabados. Se los mostró en su momento a algunos colegas arqueólogos y pues empezó la especulación. ¿Qué fue lo que a él le quedó sonando? Que en esa misma grota, en esa misma cueva, se encontraron 2 capas de objetos que habían pertenecido al hombre de Neandertal, es decir, hace decenas de miles de años. Él estuvo 3 años haciendo excavaciones, haciendo su investigación en esa gruta, y él insistía en que de pronto había sido del hombre de Neandertal, pero otros colegas le dijeron, no, eso fue aquellos que estuvieron haciendo las primeras investigaciones en 1912, que le metieron mano, que hicieron esas rayas ahí con unas herramientas y ya. Ajá. Entonces, pues él terminó de hacer su trabajo. Después de finales de la década del 70, a él se lo llevaron a dirigir un museo arqueológico y sencillamente él quedó con esa idea en la cabeza de que en esa gruta había algo, había unos grabados que parecían hechos por el hombre de Neandertal. Tuvieron que pasar 22 años para que él luego pudiera volver a revisar esa gruta
y empezar a descubrir lo que descubre. Qué interesante historia, pero yo quiero entonces preguntarle cómo pudo comprobar que efectivamente hacía parte de ese rastro de un neandertal y también preguntarle si esto obedece a un pensamiento simbólico, tratando de enviar un mensaje en esa época. Et finalement, comment avez-vous pu conclure que, en effet, ces gravures-là ont été faites par l'homme de Néandertal et jusqu'à quel point on peut imaginer que cet hominide-là voulait transmettre quelque chose avec ces gravures? Alors, c'est une question très importante, mais c'est une question très très difficile que vous posez là. En quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop long. En quelques mots, je voudrais vous dire que j'ai d'abord, en 2008, lorsque j'en ai eu terminé avec mon travail dans le musée de préhistoire de la Touraine, j'ai demandé à un grand spécialiste de l'art préhistorique qui s'appelle Michel Laure-Blanchet de venir voir ces gravures pour valider ou invalider mes observations. Il est donc venu voir ces gravures et il a été évidemment très, très, très intéressé par ces gravures et il m'a confirmé que ces gravures avaient été faites, bien sûr, avec les doigts, avaient été faites, mais très probablement d'une manière ancienne. Mais il fallait donc maintenant, à partir de ce moment-là, la validation a été faite par un autre grand spécialiste également de l'or préhistorique qui s'appelle Patrick Paillet. Bon, je n'insiste pas. Mais à partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'il fallait que je réunisse autour de moi une très grande équipe parce qu'il n'y avait pas que les tracés digitaux à étudier dans cette grotte. Il fallait également étudier les sédiments qui restaient encore à l'intérieur de la grotte. Et puis devant l'entrée de la grotte, il y avait un sondage que j'avais envisagé moi de faire et j'ai eu très très raison de faire ce sondage. Parce qu'à 1,80 m de profondeur, nous avons trouvé une magnifique couche moustérienne, donc une couche de Néandertal, bien sûr, à l'intérieur de ce locus que j'ai appelé la Roche-Cotard numéro 2. Et puis avec le temps passant, on a trouvé encore deux autres locus, le 3 et le 4, et à chaque fois, il y avait de l'industrie moustérienne. À chaque fois, Néandertal avait laissé des traces de son passage. Mais quand je dis ça, je vais trop vite, parce que il a donc fallu étudier ces gravures. Nous les avons étudiées avec beaucoup de soin. Nous avons fait des relevés, nous avons fait des observations, nous avons fait des descriptions, nous avons fait des relevés. Et puis le travail le plus difficile, c'était de dater ces gravures. Est-ce qu'elles avaient été faites par l'homme préhistorique, donc qui avait laissé des traces, qui avait laissé des outils dans la première salle de la grotte, ou bien est-ce qu'elles avaient été faites par le découvreur de la grotte en 1912, qui a vidé la grotte avec ses ouvriers pendant la durée de quelques semaines? Donc, il fallait absolument trouver une solution pour dater ces gravures. Le radiocarbone ne marchait pas parce que quand je demandais à un laboratoire de me dater des ossements que nous trouvions dans ce qui restait des couches moustériennes, quand nous donnions ces os à dater par le radiocarbone, nous avions des dates qui s'approchaient de 40 000 ans, qui ne dépassent 40 000 ans. Il a donc fallu passer à une autre méthode de datation. Et cette autre méthode de datation, ça n'est pas la thermoluminescence parce que nous n'avions pas de foyer. Le foyer avait été enlevé par le découvreur de la grotte. La thermoluminescence ne pouvait pas fonctionner. Nous avons donc demandé à un laboratoire du Danemark, qui est un excellent laboratoire pour travailler sur la méthode OSL. En français, on dit LSO. C'est la luminescence stimulée optiquement. Cette luminescence stimulée optiquement, elle transforme, elle agit, la mesure se fait à partir de sédiments qui ont été soumis au rayonnement du soleil et au rayonnement cosmique. Et donc ces sédiments qui
à un moment donné, ont été recouverts par d'autres sédiments et qui donc n'étaient plus soumis au rayonnement solaire et n'étaient plus soumis au rayonnement cosmique, eh bien, ces sédiments étaient datés d'une manière extrêmement précise. Nous avons obtenu 50 datations OSL. Et à partir de ces 50 datations OSL, la jeune Danoise qui a fait ces datations, avec la courbe, avec le diagramme qu'elle a mis en place devant l'entrée de la grotte, eh bien, elle a pu affirmer que la grotte avait été fermée il y a 57 000 ans. Bueno, pues nos dice lo siguiente. Primero que todo nos dijo, voy a tratar de hacerlo breve, pero bueno. En el año 2008, cuando él ya deja la dirección del Museo Prehistórico en el cual estaba trabajando, pues él dijo, bueno, ahora sí llegó la hora de que yo trate de confirmar mis suposiciones. Invitó a un experto, un gran arqueólogo experto en pinturas rupestres, a la gruta, a esta cueva, y el arqueólogo pues quedó sorprendido y dijo, uy, aquí hay algo. Organizaron un equipo grandísimo, porque claro, necesitaban tratar de determinar si estas marcas o estos grabados que parecían hechos con los dedos, de qué eran, de dónde venían, si lo habían dejado los obreros de esa excavación de 1912, o si era algo más reciente, o si era algo más antiguo. No se podían basar en los sedimentos del suelo porque ya en 1912 habían removido mucho del material y entonces era imposible hacer una datación con base en esto. No podían utilizar el radiocarbono porque no les daba las cifras precisas. Terminaron llegando a una técnica danesa que se llama OSL, o la luminescencia estimulada óptica, que permite calcular a través de los sedimentos en la piedra que deja no solamente los rayos del sol, sino también las ondas cósmicas, cuál era la época en la cual se habían hecho esos grabados en la piedra. Y gracias a esa tecnología nueva fue que lograron establecer que estos grabados fueron hechos hace 57.000 años. Y qué impresionante. Si me lo permite, Andrés, le hago la última pregunta y le voy a pedir al profesor que sea muy breve. ¿Podemos llegar a saber lo que decía Andrea, si era o no era una forma de comunicar? O como dice alguien aquí en el chat del YouTube Live, era porque estaban despachados y no tenían nada que hacer. Professeur, est-ce qu'il y a une façon de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire à travers de ces gravures? Ou c'est quelque chose qu'on ne pourra savoir jamais? Bien sûr qu'on ne le saura jamais. Bien sûr qu'on ne le saura jamais. Mais tout à l'heure sur l'écran, j'ai vu apparaître le panneau triangulaire, le panneau que j'ai appelé le panneau triangulaire. Ce panneau triangulaire, c'est un panneau, c'est le plus intéressant de tous les panneaux qui se trouvent à l'intérieur de la grotte. Sur ce panneau, l'homme ou la femme de Néandertal qui a fait ces tracés digitaux parallèles, ces tracés digitaux parallèles, ça n'était pas pour de l'utilitaire. Si ils avaient voulu récupérer le film d'altération de la surface de cette roche très fragile que nous avons en Touraine, s'il avait voulu récupérer cette poussière, cette poudre, il aurait utilisé un morceau d'os, il aurait utilisé un morceau de silex, il aurait utilisé le côté de sa main pour faire glisser. Là, ce sont des tracés digitaux qui sont parallèles les uns aux autres, qui sont très appliqués. Et tous ces tracés digitaux constituent un ensemble qui est extrêmement bien organisé. Et non seulement il est bien organisé, mais il est structuré parce que l'homme ou la femme qui a fait ce travail a eu l'intention, et pour ça, pour avoir une intention, il faut y avoir réfléchi à l'avance, pour moi, je pense. L'homme ou la femme qui a fait cela a eu l'intention de ne pas faire des tracés digitaux sur toute la surface de ce triangle, mais a laissé dans la partie médiane de ce triangle deux petits cordons très minces, rigoureusement parallèles entre eux, plus du côté gauche, il y a 3 triangles où le film d'altération de la roche n'a
pas été touchés. Et les tracés digitaux, lorsqu'ils descendent depuis le haut du triangle, ils vont certainement assez vite. Mais quand ils arrivent près de ce triangle que l'homme ou la femme a voulu conserver, le doigt ralentit sa vitesse. Et non seulement il ralentit sa vitesse, mais ce doigt, il se couche sur le côté dans le but de faire un bord très net, presque vertical, le long de ce triangle, pour que ce triangle apparaisse très bien au milieu de tous ces tracés digitaux qui couvrent la surface de ce triangle. Donc moi je dis que dans ce panneau-là et dans 3 ou 4 autres panneaux, il y a encore la même chose. Moi, je dis qu'il y a une intentionnalité ici. Et pour qu'il y ait une intentionnalité, il faut bien qu'il y ait eu une réflexion un petit peu à l'avance. Ils ne se sont pas mis à tracer tout ça comme ça de but en blanc très très vite. Professeur, on pourrait dire une conscience. Absolument. Une conscience, moi, voilà. je suis pour. Moi, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Professeur, c'est un vrai honneur de parler avec vous. Je vous félicite parce que 40 ans après, vous avez pu confirmer ce que vous croyez. Merci bien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mais la méthode OSL n'existait pas vraiment à l'époque et les préhistoriens ne pensaient pas que Néandertal était capable de faire quelque chose qui ressemble pratiquement déjà à de l'art. Voilà. Merci bien. Au revoir, professeur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Bueno, pues nos dice, mire, Andrea, Paola, nunca sabremos. Pero nos dice algo que es lo importante, y es que históricamente se había pensado que el hombre neandertal era, digamos, como menos inteligente o desarrollado que el Homo, que el sapiens. Y nos dice, mire, el hombre o la mujer que hicieron esto, hicieron unas figuras o unas imágenes muy organizadas, unas líneas paralelas muy bien hechas, unas estructuras muy bien realizadas, lo cual significa que había una intención. Entonces nos describe él, el dibujo, particularmente de uno de las piedras en donde hay unos dibujos triangulares, y dice, se nota que hay una atención al detalle, se nota que había una forma de hacerlo. Y eso termina revelando algo importante, el nivel de conciencia que ya tenían los neandertales, de lo que él podría decir, ya podría ser la primera obra de arte de la humanidad.